Au printemps 1453, Constantinople n'est plus que l'ombre d'elle-même. La ville qui fut pendant 1000 ans le joyau de l'Orient chrétien ne compte plus que 40 000 âmes dans ses murs immenses. Les rues jadis grouillantes de marchands venus de toute l'Asie sont désormais silencieuses. Les palais dorés tombent en ruine. L'Empire byzantin, héritier direct de Rome, se réduit maintenant à quelques kilomètres carrés autour de sa capitale et à une portion du Péloponnèse. L'empereur Constantin XI, paléologue, 49 ans, sait que la fin approche. Depuis son couronnement en 1449, il n'a cessé de quémander de l'aide auprès des puissances chrétiennes d'Occident. Ses ambassadeurs ont parcouru l'Europe entière, multipliant les promesses, acceptant même l'humiliation suprême, la réconciliation avec Rome, cette église latine qui avait saccagé Constantinople lors de la 4e croisade en 1204. Mais personne ne vient. La guerre de 100 ans vient à peine de s'achever. Le pape Nicolas V, bien qu'inquiet, ne peut mobiliser une croisade sans l'appui de Venise, qui préfère protéger ses intérêts commerciaux avec les Ottomans. L'empereur n'a ni argent, ni soldats, ni espoir réel de secours. Pendant ce temps, à Andrinople, à quelques kilomètres au nord, un jeune homme de 21 ans prépare méticuleusement ce qui sera le plus grand siège de son époque. Mehmed II, sultan depuis 1451, a consacré les 2 dernières années de son règne à un seul objectif, prendre Constantinople. Ce n'est pas une simple ambition territoriale. Pour les musulmans, conquérir la ville fondée par Constantin représente l'accomplissement d'une prophétie. Depuis les origines de l'islam, les armées musulmanes ont tenté 7 fois de s'emparer de la cité imprenable. Toutes ont échoué. Mehmed II n'a aucune intention d'échouer à son tour. En 1452, il fait construire la forteresse de Rumeli-Hisar sur la rive européenne du Bosphore, directement en face du château d'Anadolu-Hisar, érigé par son grand-père. Ces 2 forteresses contrôlent désormais complètement le détroit, coupant Constantinople de toute aide venue de la mer Noire. Quand un navire vénitien tente de forcer le passage en novembre 1452, les canons de Rumeli-Hisar le réduisent en miettes. Le capitaine qui a survécu est capturé, décapité, puis empalé sur un pieu en vue de Constantinople. Le message est clair, plus rien n'entrera ni ne sortira de la ville sans la permission du sultan. Mais l'innovation la plus terrifiante de Mehmed II ne se trouve pas dans ses forteresses. Elle se forge dans les ateliers d'Andrinople, où un ingénieur hongrois nommé Urbain est en train de créer le plus gros canon jamais construit. Cette histoire commence quelques mois plus tôt, quand Urbain se présente à Constantinople et propose ses services à Constantin XI. L'ingénieur affirme pouvoir fabriquer des canons capables de détruire n'importe quelle muraille, même celle de l'ancienne Babylone. Constantin est intéressé mais l'Empire est ruiné. Le trésor ne peut payer les sommes astronomiques réclamées par l'ingénieur, ni fournir le bronze nécessaire à la fonte de tels monstres. Urbain ne perd pas de temps. Il traverse le Bosphore et offre ses services à Mehmed II. Le jeune sultan, lui, ne lésine pas sur les moyens. Il quadruple le salaire demandé et met à disposition d'Urbain toutes les fonderies impériales. En 3 mois, l'ingénieur accomplit l'impossible. Il construit un canon de 8 mètres de long pesant 44 tonnes. Le tube a une ouverture d'1 mètre de diamètre. Les boulets de pierre pèsent 600 kilos chacun. Quand on teste le monstre en janvier 1453, le bruit est si assourdissant que les autorités doivent prévenir la population, particulièrement les femmes enceintes, de crainte que le fracas ne provoque des fausses couches. Le boulet s'enfonce de 2 mètres dans le sol. Les témoins sont pétrifiés. Transporter ce géant jusqu'à Constantinople relève de l'exploit. Il faut 60 bœufs et 200 hommes pour le traîner sur les routes. Le convoi avance à la vitesse d'un marcheur, s'arrêtant régulièrement pour réparer les routes et les ponts qui menacent de s'effondrer sous le poids. Mais ce n'est pas le seul canon d'Urbain. L'ingénieur a également supervisé la construction de dizaines d'autres pièces d'artillerie de tailles variées. Au total, l'armée ottomane dispose de 50 à 70 canons, une concentration d'artillerie sans précédent pour l'époque. Face à cet arsenal, Constantin XI ne peut aligner que quelques vieilles bombardes, des catapultes et le légendaire feu grégeois, ce mélange incendiaire qui brûle même sur l'eau. Ces armes ont repoussé les Arabes au 8e siècle, les Bulgares au 9e siècle, les Russes au 10e siècle. Mais la technologie a changé. Les murailles de Théodose, construites au 5e siècle et jamais franchies en 1000 ans, vont subir le test le plus terrible de leur histoire. En mars 1453, Constantin XI ordonne un recensement. Il faut savoir exactement combien d'hommes valides peuvent prendre les armes. Le résultat est catastrophique.
Georges Frances, le fidèle chancelier de l'empereur, note scrupuleusement 4773 Grecs en état de combattre dans toute la ville. C'est tout. La plupart ne sont même pas des soldats, juste des moines et des citoyens ordinaires qui ont accepté de défendre leur ville. L'armée byzantine professionnelle, qui comptait autrefois des dizaines de milliers d'hommes, n'existe plus. L'empereur ordonne de garder ces chiffres secrets. Si la population apprenait à quel point la garnison est dérisoire, la panique se répandrait comme une traînée de poudre. Heureusement, quelques renforts étrangers sont arrivés dans les derniers mois. En janvier 1453, 2 navires entrent dans le port de Constantinople. À leur bord, 700 hommes commandés par un capitaine génois nommé Giovanni Giustiniani Longo. Cet homme de 35 ans vient d'une des plus grandes familles de Gênes. Apparenté à la puissante maison Doria, il a financé cette expédition sur sa fortune personnelle. Constantin XI accueille Giustiniani comme un sauveur. Le Génois est un expert reconnu dans la défense des places fortes. L'empereur lui confère immédiatement le commandement de toutes les défenses terrestres et lui promet l'île de Lemnos, qu'il faudra d'abord reprendre aux Turcs. Giustiniani se met au travail. Il inspecte méticuleusement les 19 kilomètres de murailles qui entourent Constantinople. Il identifie les points faibles, ordonne des réparations urgentes, fait creuser et approfondir les douves. Surtout, il réussit à faire travailler ensemble Grecs, Génois et Vénitiens, malgré les rivalités séculaires entre les républiques maritimes italiennes. D'autres volontaires arrivent par petits groupes, 200 napolitains sous les ordres de Gabriele Orsini del Balzo, des Catalans commandés par leur consul Perejulia, des Cinqueniciens menés par l'amiral Gabriele Trevisano, quelques autres encore venus de Crète, d'Ancône, de Provence. Au total, avec ces renforts, la garnison atteint environ 7000 à 8000 hommes, dont moins de 2000 sont des professionnels. Pour défendre 19 kilomètres de murailles, cela signifie qu'il y a en moyenne un soldat tous les 3 mètres. Un déploiement ridicule face à ce qui approche. Le 23 mars 1453, Mehmed II quitte Andrinople avec son armée. Les chiffres exacts sont difficiles à établir. Les chroniqueurs de l'époque parlent de 150 000 à 300 000 hommes, mais les historiens modernes considèrent ces estimations comme exagérées. Le consensus actuel établit l'armée ottomane entre 80 000 et 100 000 soldats, auxquels s'ajoutent des milliers de travailleurs non combattants. Même en retenant les chiffres les plus conservateurs, le rapport de force est de 1 contre 10. 10 soldats ottomans pour chaque défenseur. L'armée qui marche vers Constantinople n'est pas une horde désorganisée. C'est une machine militaire rodée, probablement la plus efficace d'Europe à cette époque. Le cœur en est formé par les janissaires, ces soldats d'élite recrutés enfants parmi les populations chrétiennes conquises, convertis à l'islam et entraînés depuis l'enfance à l'art de la guerre. Ils sont entre 5000 et 12 000, équipés d'arquebuses, ces armes à feu primitives mais redoutablement efficaces à courte distance. Autour d'eux, la cavalerie lourde, les sipahis, vétérans de dizaines de campagnes, puis l'infanterie régulière, les azapes, qui serviront de chair à canon lors des assauts. Et enfin, les vassaux, 1500 Serbes, des Bulgares, des Albanais, contraints de servir le sultan. Le 2 avril 1453, les premiers éléments de l'armée ottomane apparaissent devant les murailles de Constantinople. Les défenseurs tendent immédiatement l'énorme chaîne qui barre l'entrée de la Corne d'Or, cette baie naturelle qui forme le port de la ville. La chaîne, faite de lourds maillons de fer flottant sur des rondins de bois, s'étire de Constantinople jusqu'à la colonie génoise de Galata sur l'autre rive. Elle est assez solide pour empêcher n'importe quel navire d'entrer. Les Génois de Galata déclarent leur neutralité. Ils ne veulent pas perdre leurs privilèges commerciaux avec les Ottomans. Cette neutralité ne durera pas. Le 5 avril, Mehmed II envoie un dernier ultimatum à Constantin XI. « Rends-toi maintenant, et je te laisse la vie sauve ainsi qu'à tes citoyens. Il n'y aura pas de pillage. Constantinople sera simplement intégrée à l'Empire ottoman, et tu pourras partir en exil avec tes biens. » Constantin réunit son conseil. Lucano Taras, le grand amiral et second personnage de l'Empire, penche pour la reddition. Mieux vaut vivre sous la domination turque que de voir la ville détruite et sa population massacrée. Mais Giustiniani et les capitaines étrangers s'y opposent fermement. Ils sont venus pour se battre. Constantin XI prend sa décision. Il refuse l'ultimatum. Il sait qu'une reddition ne garantit rien. Mehmed II pourrait très bien le faire exécuter une fois les portes ouvertes. Au moins, en résistant, il y a une chance, aussi infime soit-elle, qu'un miracle se produise. Que des renforts arrivent d'Occident.
que le sultan soit contraint d'abandonner le siège pour faire face à une menace ailleurs dans son empire. Que la ville tienne assez longtemps pour que l'hiver force les Ottomans à se retirer. Ce ne sont que des espoirs désespérés, mais ce sont les seuls qui restent. Le 6 avril au matin, les canons ottomans ouvrent le feu. Le fracas est indescriptible. Le sol tremble sous les défenseurs. Les murailles tremblent. L'énorme canon d'Urbain tire son premier boulet, qui traverse l'air en sifflant et s'écrase contre la muraille extérieure avec un bruit de tonnerre. Des morceaux de pierre volent dans toutes les directions. Un nuage de poussière s'élève. Quand il retombe, les défenseurs voient avec horreur qu'une brèche s'est ouverte dans le mur. Le monstre d'Urbain ne peut tirer que 7 fois par jour, car il faut 3 heures pour le recharger et le laisser refroidir. Mais les autres canons ne s'arrêtent jamais. Ils crachent leurs boulets sans relâche, jour et nuit. Les défenseurs travaillent comme des forcenés pour réparer les brèches. Ils utilisent tout ce qu'ils peuvent trouver. Des pierres des bâtiments en ruine, du bois, des barils remplis de terre. Ils tendent des pots de cuir et des balles de coton devant les sections les plus menacées, espérant amortir l'impact des boulets. Giustiniani organise les équipes de réparation avec une efficacité militaire. Chaque nuit, des centaines d'hommes et de femmes sortent pour combler les dégâts du jour. Chaque matin, quand les canons reprennent, les murailles ont été tant bien que mal restaurées. Ce sera le rythme du siège pendant les 7 semaines suivantes. Destruction le jour, réparation la nuit, dans une course épuisante contre la mort. Les Ottomans ne se contentent pas de bombarder. Le 12 avril, ils lancent leur premier assaut d'infanterie. Des milliers d'Azapes se ruent vers les murailles en hurlant. Les archers byzantins les accueillent avec une pluie de flèches. Les quelques canons de la défense tirent au jugé dans la masse humaine qui avance. Le feu grégeois jaillit des remparts, transformant des dizaines d'assaillants en torches vivantes. Les échelles se dressent contre les murs. Les combats au sommet des remparts sont féroces. Les Ottomans grimpent, sont repoussés, reviennent. Finalement, après des heures de carnage, ils se retirent, en laissant des centaines de cadavres sous les murailles. Les défenseurs ont tenu, mais ils sont épuisés et leurs munitions diminuent dangereusement. Le 20 avril apporte un répit inattendu. Une vigie sur les murailles aperçoit des voiles à l'horizon venant du sud. 4 navires avancent dans la mer de Marmara. 3 galères génoises envoyées par le pape, chargées de vivres, d'armes et de soldats, et un navire byzantin de ravitaillement. C'est la première tentative de briser le blocus naval ottoman. Mehmed II a déployé plus de 120 navires dans les eaux autour de Constantinople. Quand il apprend que des navires chrétiens approchent, il ordonne à toute sa flotte de les intercepter. Ce qui suit est un des moments les plus extraordinaires du siège. Les 4 navires chrétiens, largement surpassés en nombre, refusent de se rendre. Ils se regroupent et continuent d'avancer vers l'entrée du Bosphore. Les galères ottomanes les encerclent, essayant de les éperonner ou de les aborder. Pendant des heures, le combat fait rage au large. Les navires chrétiens, plus hauts et plus lourds, ont l'avantage dans le combat rapproché. Ils tirent des volées de flèches, déversent du feu grégeois sur les galères qui tentent de s'accrocher à leurs flancs, repoussent vague après vague d'abordage. Mehmed II, qui observe la bataille depuis la rive, est dans une rage folle. Il monte son cheval dans l'eau jusqu'au poitrail, hurlant des ordres à ses capitaines, les menaçant de mort s'ils ne prennent pas ces maudits navires. Mais le vent tourne soudainement, gonflant les voiles des chrétiens. Les 4 navires accélèrent brusquement, se dégagent de l'étreinte ottomane et foncent vers l'entrée de la Corne d'Or. La chaîne est rapidement abaissée, les navires passent, puis la chaîne est relevée derrière eux, bloquant les poursuivants. Sur les murailles, la population explose de joie. Des milliers de voix crient, pleurent, prient. C'est un miracle. Mais Mehmed II n'est pas homme à accepter l'échec. Le lendemain, il convoque ses ingénieurs et leur donne un ordre qui semble impossible. Transporter ces navires par voie terrestre jusqu'à la Corne d'Or en contournant la chaîne. Les ingénieurs construisent une route de rondins graissée à la suif, traversant les collines derrière Galata. Dans la nuit du 21 au 22 avril, des milliers d'hommes tirent, poussent et portent 70 navires sur cette piste improvisée. L'opération prend toute la nuit. Au matin, quand les défenseurs regardent vers la Corne d'Or, ils restent bouche bée. Des dizaines de navires ottomans flottent tranquillement dans la baie supposée protégée. C'est un coup terrible pour le moral. Maintenant, les Ottomans peuvent attaquer les murailles maritimes de la Corne d'Or, qui sont beaucoup moins solides que les murailles terrestres. Giustiniani doit disperser encore plus ses maigres forces pour couvrir cette nouvelle menace. Les défenseurs travaillent jour et nuit pour renforcer ces murailles négligées, creuser des fossés, installer des palissades.
Mais les hommes manquent cruellement. Certaines sections des remparts ne sont gardées que par une poignée de soldats épuisés. Les Synchéniciens tentent une contre-attaque audacieuse. Le 27 avril, à minuit, leurs galères glissent silencieusement vers la flotte ottomane ancrée dans la Corne d'Or. Ils espèrent surprendre les navires endormis et les incendier. Mais les Ottomans ont été prévenus. Les lanternes s'allument sur tous les navires turcs. Les tambours résonnent. Les défenseurs sont attendus. Le combat qui s'ensuit est bref et brutal. Plusieurs galères vénitiennes sont coulées ou capturées. Les survivants battent en retraite, laissant des dizaines de morts flottant dans les eaux de la Corne d'Or. Mehmed II fait décapiter les prisonniers sur la rive, en vue des murailles, pour que les défenseurs voient bien le sort qui les attend. Tandis que l'artillerie continue de pilonner les murailles et que les assauts se succèdent, les Ottomans déploient une autre tactique, le minage. Des ingénieurs et des mineurs serbes, experts en la matière, creusent des tunnels sous les murailles. L'idée est de creuser jusqu'aux fondations, d'étayer les tunnels avec des poutres en bois, puis de mettre le feu aux poutres. Quand elles brûlent, le tunnel s'effondre, entraînant avec lui une section de muraille. Mais les défenseurs ont un atout, John Grant, un ingénieur écossais qui combat aux côtés de Giustiniani. Grant connaît les techniques de contre-minage. Il fait creuser des puits profonds à l'intérieur de la ville et tend des pots de tambour au fond. Quand les Ottomans creusent à proximité, les vibrations font trembler les pots. Les défenseurs creusent alors leur propre tunnel pour intercepter celui de l'ennemi. Quand les deux tunnels se rejoignent sous terre, des combats violents éclatent dans l'obscurité, à la lueur des torches, dans des espaces si étroits qu'on ne peut combattre qu'un contre un. Les défenseurs versent aussi du feu grégeois dans les tunnels ennemis, en fumant et brûlant vifs les mineurs ottomans. Plusieurs fois, ils réussissent à s'infiltrer dans les galeries ennemies et à les faire s'effondrer avant qu'elles n'atteignent les murailles. Le 7 mai, les Ottomans lancent un assaut massif concentré sur une seule section, la vallée du Lycus, le point le plus vulnérable des défenses. C'est là que se trouve la porte Saint-Romain, et c'est là que Giustiniani a établi son quartier général avec ses meilleurs hommes. Pendant 3 heures, 30 000 soldats ottomans se jettent contre cette portion de muraille. Les défenseurs tiennent bon, mais le prix est terrible. Des dizaines d'hommes tombent, morts ou blessés. Les munitions s'épuisent. Les murailles sont criblées de brèches qu'on n'a plus le temps de réparer correctement. Le 12 mai, les Ottomans tentent une attaque nocturne surprise. Sous le couvert de l'obscurité, ils réussissent à dresser une tour de siège mobile jusqu'aux murailles. Cette tour, haute comme un immeuble de 4 étages, permet aux assaillants d'arriver au niveau du sommet des remparts. Les combats qui suivent sont parmi les plus brutaux du siège. Les défenseurs se battent comme des fous pour empêcher les Ottomans de prendre pied sur les murailles. Finalement, ils réussissent à mettre le feu à la tour. Les flammes montent dans le ciel nocturne, éclairant les visages noircis et ensanglantés des combattants. Les Ottomans, qui se trouvaient sur la tour, sautent ou brûlent vifs. L'attaque est repoussée, mais encore une fois au prix de pertes que les défenseurs ne peuvent se permettre. À ce stade du siège, la situation dans Constantinople est désespérée. Les réserves de nourriture diminuent. La poudre manque. Les hommes valides sont épuisés par des semaines de combats et de travaux de réparation sans repos. Le moral vacille. Les prophéties de malheur circulent dans la population. On parle d'une éclipse de lune qui s'est produite quelques jours avant le début du siège, signe que Dieu a abandonné la ville. On rappelle les anciennes prédictions selon lesquelles Constantinople tomberait quand un empereur nommé Constantin serait sur le trône. Et Constantin XI est le 11e empereur à porter ce nom. Le 23 mai, Constantin XI fait une dernière tentative diplomatique. Il envoie des ambassadeurs proposer au sultan un tribut annuel substantiel. Mehmed II refuse même de les recevoir. Il fait exécuter les ambassadeurs et expose leurs têtes devant les murailles. Le message est clair, il n'y aura ni négociation ni reddition. Seulement la victoire ou la mort. Le sultan fait alors circuler une rumeur. L'assaut final aura lieu bientôt, mais avant, il accordera 3 jours de repos à ses troupes. Les défenseurs accueillent cette nouvelle avec un soulagement mêlé de terreur. Le répit est bienvenu, mais ils savent tous ce qu'il signifie. Dans 3 jours, l'enfer se déchaînera avec une intensité jamais vue. Mehmed II utilise ces 3 jours pour préparer méticuleusement son attaque. Toute l'artillerie est repositionnée pour se concentrer sur les sections les plus endommagées des murailles. Les troupes sont réorganisées en vagues successives. D'abord les irréguliers et les vassaux, chairs à canon destinés à épuiser les défenseurs, puis l'infanterie régulière, et enfin les janissaires d'élite pour porter le coup de grâce. Les échelles sont vérifiées, les armes aiguisées, les rations distribuées. Dans Constantinople,
Chacun sait que la fin approche. Le 27 mai, Constantin XI prononce un discours devant les chefs militaires et les notables rassemblés. Il ne fait pas de promesses creuses. Il ne prétend pas que la victoire est possible. À la place, il parle d'honneur, de foi, de devoir. Il rappelle les 1000 ans d'histoire de cette ville, capitale de l'Empire romain d'Orient, gardienne de la chrétienté, joyau de la civilisation. Il remercie les soldats étrangers venus de si loin pour défendre une ville qui n'est pas la leur. Il remercie particulièrement Giustiniani, affirmant qu'il n'aurait jamais cru qu'un Génois combattrait avec tant de courage et de loyauté pour Constantinople. Tous les hommes présents savent qu'ils vont probablement mourir dans les heures qui viennent. Beaucoup pleurent ouvertement. Le soir du 28 mai, une cérémonie extraordinaire a lieu dans la basilique Sainte-Sophie. Pour la première fois depuis des siècles, catholiques et orthodoxes prient ensemble. Les schismes théologiques, les querelles sur la nature du Christ, tout cela semble dérisoire face à l'apocalypse imminente. L'empereur est présent, ainsi que tous les chefs militaires qui peuvent se libérer de leur poste. On chante les hymnes, on prie pour un miracle, puis chacun retourne à son poste. Constantin XI fait le tour des murailles, serrant la main de ses soldats, leur souhaitant bonne chance. Vers minuit, il monte sur les remparts de la porte Saint-Romain et regarde le camp ottoman qui s'étend à perte de vue. Des milliers de feux de camp scintillent dans l'obscurité. Des tambours résonnent. L'empereur reste là un long moment silencieux, puis il redescend rejoindre Giustiniani. À 1h du matin, le 29 mai 1453, les tambours ottomans commencent à battre un rythme effréné. Des corps résonnent. Des milliers de voix se mettent à hurler. L'assaut final a commencé. La première vague se rue vers les murailles. Les bachibazouks, soldats irréguliers mal équipés mais fanatisés. Ils se jettent contre les remparts avec une fureur suicidaire. Les défenseurs les accueillent avec des volées de flèches, des jets de pierres, de l'huile bouillante. Les échelles sont repoussées, les assaillants tombent en masse. Mais pour chaque Turc qui tombe, 10 autres prennent sa place. Les cadavres s'entassent au pied des murailles, formant des monticules macabres sur lesquels grimpent les vagues suivantes. Cette première vague dure 2 heures. Quand elle se retire, les défenseurs sont épuisés. Leurs flèches sont presque épuisées. Leurs bras tremblent de fatigue. Mais ils n'ont pas le temps de reprendre leur souffle. La deuxième vague arrive déjà. L'infanterie régulière anatolienne, mieux armée, mieux organisée. Ces hommes ne se contentent pas de se jeter aveuglément sur les murailles. Ils utilisent leurs arquebuses pour couvrir les échelles, empêchant les défenseurs de s'approcher des remparts. Les combats deviennent encore plus acharnés. Section par section, les Ottomans tentent de prendre pied sur les murailles. À plusieurs reprises, ils réussissent à atteindre le sommet, mais à chaque fois, Giustiniani mène personnellement des contre-attaques désespérées pour les rejeter. Aux alentours de 4 heures du matin, alors que la deuxième vague commence à se retirer, une catastrophe se produit. Un boulet atteint Giustiniani. Les sources divergent sur la nature exacte de la blessure. Certaines parlent d'une balle de coulevrine dans la poitrine, d'autres d'une flèche dans l'aisselle, d'autres encore d'une blessure au pied ou à la main. Ce qui est certain, c'est que le Génois est grièvement blessé et ne peut plus tenir debout. Ces hommes le transportent en urgence vers le port, espérant le mettre en sécurité sur un navire. Cette décision, compréhensible humainement, va sceller le sort de Constantinople. Quand les autres défenseurs voient partir leur commandant, portés par ces hommes ensanglantés, la panique se répand comme une traînée de poudre. Si Giustiniani abandonne, c'est que tout est perdu. Les Génois, particulièrement, commencent à quitter leur poste. Les Grecs, déjà épuisés, se sentent trahis. Constantin XI se précipite vers la brèche qui s'élargit dans ses défenses, tentant désespérément de rallier les hommes, les suppliant de tenir encore un peu. Mais c'est trop tard. Le mal est fait. Mehmed II, qui observe la bataille depuis une colline proche, voit la confusion se répandre sur les murailles. C'est le moment. Il lance sa réserve, les janissaires. Ses soldats d'élite, frais et reposés, se ruent vers les murailles dans un ordre parfait, au son des tambours et des cymbales. Ils convergent vers la porte Saint-Romain et la Quercoporta, une petite poterne qui, dans la confusion, a été laissée entr'ouverte. C'est par là que les premiers Ottomans pénètrent dans la ville. En quelques minutes, des centaines de janissaires sont à l'intérieur. Sur les murailles, Constantin XI comprend que la fin est arrivée. Accompagné de quelques fidèles parmi lesquels son cousin Théophile Paléologue et le noble castillan Don Francisco de Tolède, il lance une dernière charge désespérée contre les janissaires qui se déversent dans la ville. Les détails de sa mort sont inconnus. Certains témoins racontent qu'il a été tué au combat, d'autres qu'il s'est jeté dans la mêlée en arrachant ses insignes impériaux, préférant mourir en soldat anonyme plutôt que d'être capturé.
Son corps ne sera jamais formellement identifié. Le dernier empereur romain d'Orient disparaît dans le chaos de la bataille, exactement 1123 ans après Constantin le Grand, le premier empereur chrétien, avait fondé la ville qui porte son nom. Une fois les janissaires dans la ville, la résistance s'effondre rapidement. Des milliers de soldats ottomans se déversent par les brèches et les portes forcées. Les rues de Constantinople deviennent un champ de bataille. Les défenseurs survivants se battent de maison en maison, de rue en rue, mais ils sont submergés par le nombre. Père Julia, le consul catalan, résiste avec ses hommes près du palais de Boucoléon jusqu'à ce que tous soient tués ou capturés. Lucano Taras, qui a survécu, se rend pour éviter un massacre total de la population civile. Mehmed II a promis à ses soldats 3 jours de pillage, comme le veut la tradition. Ce qui suit est un cauchemar. Les soldats se répandent dans toute la ville, défoncent les portes, violent, tuent, pillent. Les églises sont particulièrement visées. Les icônes millénaires sont arrachées et brisées pour récupérer leur or. Les manuscrits anciens sont déchirés ou brûlés. Dans la basilique Sainte-Sophie, où des milliers de civils se sont réfugiés en priant pour un miracle de dernière minute, les portes sont enfoncées. Les soldats se précipitent à l'intérieur. Certains massacrent sur place, d'autres capturent pour vendre comme esclaves. Le bilan est terrible. Entre 4000 et 5000 personnes sont tuées pendant les combats et le sac qui suit. Environ 50 000 survivants sont emmenés en esclavage. Seuls quelques navires génois et vénitiens, profitant de la confusion, réussissent à s'échapper avec quelques centaines de réfugiés à bord. Parmi eux se trouve Giustiniani, qui mourra de ses blessures le 1er juin sur l'île de Chios. Mehmed II, quand il apprendra sa mort, ordonnera qu'on lui fasse des funérailles dignes, affirmant qu'à lui seul, le Génois valait plus que toute la défense byzantine réunie. Dans l'après-midi du 29 mai, Mehmed II entre dans Constantinople en conquérant. Il a 21 ans et vient d'accomplir ce que des générations de sultans avant lui ont rêvé de faire. Il se rend directement à Sainte-Sophie. Là, il met fin au pillage, bien plus tôt que les 3 jours promis. Il ne veut pas que sa nouvelle capitale soit trop endommagée. Il ordonne que la basilique soit transformée en mosquée. Un muezzin monte dans le dôme et lance le premier appel à la prière. L'Empire byzantin, dernier vestige de l'Empire romain, a cessé d'exister. Quand la nouvelle de la chute de Constantinople atteint l'Europe, c'est un choc. Les chancelleries sont paralysées. Le pape Nicolas V publie immédiatement la bulle Etsi Ecclesia Christi appelant à une nouvelle croisade. Le duc Philippe le Bon de Bourgogne fait le vœu solennel de partir combattre les Turcs. Des prédicateurs parcourent l'Europe, décrivant les horreurs du sac de Constantinople, exhortant les chrétiens à prendre les armes. Mais les belles paroles ne se transforment jamais en actions concrètes. Venise, absorbée par ses intérêts commerciaux, finit par signer un traité avec les Ottomans. Les autres puissances sont trop occupées par leurs querelles internes. Seul le royaume de Hongrie, directement menacé, tente de résister. En 1456, Jean Hunyadi réussit à repousser Mehmed II devant Belgrade, donnant un répit temporaire à l'Europe centrale. Mais c'est un simple retardement de l'inévitable. L'Empire ottoman dominera les Balkans pendant les 4 siècles suivants. Sur le plan culturel, la chute de Constantinople a des conséquences inattendues. Des centaines de savants byzantins fuient vers l'Italie, emportant avec eux des manuscrits grecs anciens. Ces textes, dont beaucoup étaient inconnus en Occident, contribuent puissamment au mouvement de la Renaissance. Les humanistes italiens redécouvrent Platon, Aristote, les tragédies grecques, directement dans les textes originaux plutôt que dans des traductions latines souvent approximatives. Sans vouloir minimiser la tragédie de 1453, on peut dire que la chute de Constantinople a paradoxalement aidé à la renaissance de la pensée grecque classique en Occident. La prise de Constantinople force aussi les Européens à chercher de nouvelles routes vers l'Asie, les routes terrestres vers l'Inde, et la Chine passe désormais par des territoires ottomans qui exigent des taxes exorbitantes. C'est en grande partie pour contourner ce problème que les Portugais commencent à explorer la côte africaine, cherchant une route maritime vers les Indes. En 1488, Bartholoméo Diaz doublera le cap de Bonne-Espérance. En 1498, Vasco de Gama atteindra l'Inde. En 1492, Christophe Colomb, cherchant lui aussi une route vers l'Asie, découvrira accidentellement l'Amérique. La chute de Constantinople, en ce sens, marque le début de l'ère des grandes découvertes. Militairement, le siège de Constantinople de 1453 représente un tournant dans l'art de la guerre. C'est une des premières fois que l'artillerie joue un rôle vraiment décisif dans la prise d'une ville fortifiée.
Les murailles, qui avaient résisté pendant 1000 ans à tous les assauts, s'effondrent en quelques semaines sous les boulets d'Urbain. Les fortifications médiévales, avec leurs hautes murailles verticales, sont devenues obsolètes. Dans les décennies qui suivent, les architectes militaires européens développent un nouveau type de fortification, les bastions étoilés, avec des murs épais et inclinés conçus pour résister aux canons et permettre des tirs de flanquement. Le siège démontre aussi l'importance de la logistique et de la préparation. Mehmed II a passé 2 ans à préparer méticuleusement son attaque. Construction de forteresses pour contrôler les détroits, fabrication de canons, accumulation de provisions, diplomatie pour neutraliser les puissances européennes qui auraient pu intervenir. Quand il lance finalement son assaut, tout est prêt. En face, Constantin XI ne peut que improviser avec les moyens dérisoires dont il dispose. Mais le plus remarquable dans ce siège reste peut-être la résistance héroïque des défenseurs. 7000 hommes, dont la moitié ne sont même pas des soldats professionnels, tiennent tête pendant près de 2 mois à une armée 10 fois supérieure en nombre. Ils repoussent assaut après assaut, réparent chaque nuit les brèches ouvertes le jour, contreminent les tunnels ennemis, remportent même quelques victoires, comme la bataille navale du 20 avril. Sans la blessure de Giustiniani au moment crucial, la ville aurait probablement tenu encore quelques jours, peut-être quelques semaines. Cette résistance n'est pas que militaire, c'est aussi une question d'identité. Les défenseurs de Constantinople ne se battent pas seulement pour une ville, mais pour une civilisation millénaire. Ils sont les derniers remparts d'un empire qui remonte à Auguste, Constantin et Justinien. Ils défendent des murailles construites il y a 1000 ans, des églises qui ont vu passer des dizaines de générations, une culture qui a survécu aux invasions barbares, aux guerres civiles, aux croisades, à la peste. Quand ces murailles tombent finalement, ce n'est pas juste une défaite militaire, c'est la fin d'une époque. Pour Mehmed II, la prise de Constantinople est le début d'un âge d'or. Il gagne le surnom de Fatih, le conquérant, qui restera attaché à son nom pour toujours. Il fait de Constantinople sa nouvelle capitale, la rebaptisant Istanbul, bien que le nom officiel ne change qu'en 1930. Il lance immédiatement un vaste programme de reconstruction et de repeuplement. Des musulmans, des chrétiens et des juifs de tout l'Empire sont encouragés à s'installer dans la ville. Des mosquées sont construites, mais aussi des églises et des synagogues. Mehmed II veut faire d'Istanbul la plus grande métropole du monde, digne d'être la capitale d'un empire universel. Contrairement aux peurs des Occidentaux, Istanbul ne devient pas une ville exclusivement musulmane. La population chrétienne reste majoritaire pendant des siècles. Les Ottomans appliquent le système du millet qui accorde aux communautés religieuses non musulmanes une large autonomie en échange de leur loyauté et du paiement d'une taxe spéciale. L'Église orthodoxe, paradoxalement, se trouve mieux traitée sous les Ottomans qu'elle ne l'était sous les derniers empereurs byzantins qui avaient accepté l'union avec Rome. Le patriarche orthodoxe devient un personnage important de l'administration ottomane, responsable de tous les chrétiens orthodoxes de l'Empire. Mehmed II continue ses conquêtes. En 1461, il prend Trébizonde, le dernier territoire byzantin indépendant. En 1463, il annexe la Bosnie. En 1475, il soumet la Crimée. En 1480, ses armées débarquent même en Italie du Sud, prenant la ville d'Otrante. L'Occident chrétien tremble. Rome elle-même semble menacée. Mais Mehmed II meurt subitement en 1481, à 49 ans. Son successeur, Bayezid II, plus prudent, stoppe l'expansion en Occident. L'Empire ottoman se concentre sur la consolidation de ses conquêtes et sur l'expansion vers l'Est contre les Perses. Sous Soliman le Magnifique, petit-fils de Mehmed II, l'Empire ottoman atteindra son apogée. En 1529, les armées ottomanes assiégeront Vienne. En 1571, la flotte ottomane contrôlera presque toute la Méditerranée orientale. Istanbul deviendra une des plus grandes villes du monde, comptant plus de 500 000 habitants au XVIe siècle. L'Empire durera jusqu'en 1922, soit près de 500 ans après la prise de Constantinople. Le 29 mai 1453 au matin, quand les janissaires franchissent finalement les murailles de Constantinople, ce n'est pas juste une ville qui tombe, c'est un monde entier qui s'effondre. Le dernier lien direct avec l'Empire romain est rompu. La civilisation byzantine, qui avait préservé pendant 1000 ans l'héritage de l'Antiquité classique tout en développant sa propre culture brillante, disparaît. Mais en un sens, Constantinople ne tombe jamais vraiment. La ville change de nom, de religion dominante, de langue officielle. Mais elle reste une grande métropole, un carrefour entre l'Europe et l'Asie,
un centre de culture et de commerce. Les murailles de Théodose, bien que percées en 1453, tiennent toujours debout aujourd'hui, monument aux ingénieurs byzantins qui les ont construites il y a 16 siècles. Sainte-Sophie, transformée en mosquée puis en musée et de nouveau en mosquée, reste un chef-d'œuvre architectural qui attire des millions de visiteurs. Les traditions byzantines survivent dans les communautés grecques et slaves orthodoxes. Quant aux défenseurs de 1453, leur sacrifice n'a pas été vain. Ils ont démontré qu'une poignée d'hommes déterminés, bien commandés et se battant pour une cause qu'ils croient juste, peuvent tenir tête à des forces écrasantes. Pendant 53 jours, 7000 hommes ont résisté à 80 000. Ils ont infligé des pertes considérables à l'ennemi. Ils ont repoussé assaut après assaut. Ils n'ont cédé que quand leurs murailles étaient détruites, leurs munitions épuisées, leurs forces au bout du rouleau. Et même alors, ils se sont battus jusqu'au bout, refusant la reddition, préférant mourir les armes à la main. Constantin XI Paléologue, mort au combat en défendant sa capitale, devient une figure légendaire pour les Grecs. Des légendes racontent qu'il n'est pas vraiment mort, qu'il a été transformé en statue de marbre et placé dans une grotte sous la porte dorée, qu'il reviendra un jour pour reconquérir Constantinople. Giovanni Giustiniani, malgré les accusations de trahison lancées par certains, est reconnu par la plupart des témoins comme un héros qui a retardé l'inévitable par sa compétence et son courage. Même Mehmed II le respectait. Le siège de Constantinople de 1453 marque traditionnellement la fin du Moyen-Âge. Les historiens aiment les dates symboliques, et celle-ci est particulièrement frappante. La même année, la guerre de 100 ans se termine en France, et l'année suivante, Gutenberg imprime sa première Bible. Le monde médiéval cède la place à l'époque moderne. Les empires changent, les technologies évoluent, les cartes sont redessinées. Mais la résistance héroïque d'une poignée d'hommes face à l'impossible reste gravée dans l'histoire, témoignage du courage humain face à l'adversité la plus écrasante. Quand le soleil se lève le 30 mai 1453, Constantinople est ottomane. Les croissants remplacent les croix sur les dômes. L'appel à la prière retentit là où sonnaient autrefois les cloches. Mais dans les décombres fumants de la ville, dans les pierres brisées des murailles millénaires, dans le souvenir de ceux qui ont combattu et sont morts pour défendre leur cité, quelque chose persiste. La mémoire d'un empire qui dura plus longtemps qu'aucun autre dans l'histoire humaine. La fierté d'une dernière défense qui transforma une défaite inévitable en épopée immortelle. 7000 hommes contre 80 000. 53 jours de résistance. Une ville qui tombe, mais dont le souvenir ne mourra jamais. C'est l'histoire du siège de Constantinople, le jour où l'impossible faillit devenir possible, où une poignée de braves faillit accomplir le miracle, où la fin d'un monde fut retardée au prix du sang et du courage. Et c'est une histoire qui mérite d'être racontée, encore et toujours, tant qu'il y aura des gens pour admirer ceux qui refusent d'abandonner face à l'adversité.